À 30 mois à peine, elle était déjà sur une scène. À 13 ans, on lui a donné sa première pilule. À 16 ans, un homme de 60 ans glissait sa main là où elle n'aurait jamais dû être. À 47 ans, elle est morte seule dans une salle de bain à Londres. 4 lignes, toute une vie, tout un enfer. Elle s'appelait Judy Garland. Et ce que Hollywood lui a fait est un crime pour lequel personne n'a jamais payé. Voici l'enquête que les grands studios ont enterrée pendant des décennies. Et aujourd'hui, tu vas découvrir 4 choses qui changent tout. Premièrement, l'enregistrement audio de ces dernières nuits à Londres, celui qui n'a jamais été diffusé. Deuxièmement, des mémoires inédites dans lesquelles Judy nomme, un par un, les hommes qui ont abusé d'elle. Troisièmement, une photo du Carnegie Hall qui montre quelque chose que 3000 personnes ont vu et qu'aucune n'a voulu reconnaître. Et quatrièmement, le document qui relie sa mort à la naissance du mouvement LGBT. Je te préviendrai lorsque nous arriverons à chacun de ces points. Si tu pars avant la fin, tu manqueras la partie que Hollywood a le plus essayé d'effacer. Parce qu'après avoir vu tout cela, tu ne regarderas plus jamais le magicien d'Oz de la même manière. Derrière le sourire de Dorothy, il y avait une petite fille en train d'être détruite en temps réel. Commençons par le début. Mais pas le joli début. Le vrai. Son vrai nom était Frances Ethel Gumm. Elle est née le 10 juin 1922 à Grand Rapids, dans le Minnesota. Et dès le tout premier instant où elle a respiré, sa mère, Ethel, la regardait déjà avec des yeux de calculatrice. Elle n'a pas vu une fille. Elle a vu un billet de loterie. Ethel avait été artiste de vaudeville. Elle avait goûté aux applaudissements une fois et elle ne l'a jamais oublié. Quand elle a eu 3 filles, elle n'a pas vu 3 enfants à élever. Elle a vu 3 opportunités. Et Frances, la plus jeune, avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Une voix qui, à 6 ans, sonnait comme celle d'une femme de 30 ans brisée par la vie. Peux-tu imaginer ça? 6 ans et déjà porter le poids des rêves ratés de ta mère. La première fois que la petite Fran est montée sur scène, elle avait 30 mois. Elle marchait à peine. Elle ne parlait pas encore en phrases complètes. Mais Ethel l'a poussée devant un micro presque plus grand qu'elle et l'a forcée à chanter Jingle Bells. Le public a applaudi et ces applaudissements ont signé sa condamnation à mort. Il faudrait 45 ans pour l'exécuter. Mais tout était déjà décidé. Et derrière cette scène familiale se cachait autre chose. Un secret qui a obligé la famille Gumm à fuir le Minnesota en juin 1926. Frank Gumm, le père de Frances, avait une attirance qui, à cette époque, pouvait détruire des vies. Il aimait les jeunes hommes, les ouvreurs de son cinéma. Les rumeurs sont devenues insupportables. Une nuit, ils ont tout emballé et se sont enfuis en Californie. Frances avait 4 ans. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle savait seulement que son père pleurait en conduisant, que quelque chose allait très mal. Garde ce détail sur son père en mémoire. Garde-le précieusement. Parce que lorsque je te parlerai des hommes que Judy a choisis comme mari, tu comprendras une chose. Le traumatisme trouve toujours un moyen de se répéter. Frances avait 4 ans quand elle a perdu son foyer. Elle ne savait pas qu'elle venait aussi de perdre toute chance d'avoir une enfance normale. À Lancaster, en Californie, Ethel a encore augmenté la pression. Les sœurs Gumm se produisaient partout où l'on payait. Frances était toujours la vedette. Mais pour Ethel, ce n'était jamais suffisant. Jamais assez parfaite. Jamais assez mince. Jamais assez tout. Des années plus tard, Judy prononcerait 5 mots qui expliquent en tout. Ma mère était la véritable méchante sorcière de l'Ouest. Elle ne l'a pas dit en souriant. Elle l'a dit en pleurant, les yeux rouges, comme quelqu'un qui peut enfin dire à voix haute ce qu'il a étouffé pendant des décennies. Pourquoi a-t-elle dit cela? Parce que lorsque Frances avait 6 ans et avait mal au ventre avant une représentation importante, lorsqu'elle a supplié sa mère de la laisser rester à la maison, et-elle l'a regardé froidement, lui a donné une gifle assez forte pour lui brûler la joue, et l'a poussé vers la scène en disant 4 mots qui la hantraient jusqu'à sa tombe. The show must go on. Frances est montée sur scène avec des larmes coulant sur son visage. Elle a chanté. Le public a applaudi. Personne n'a remarqué qu'elle pleurait. Souviens-toi de cette phrase. The show must go on. Elle apparaîtra encore 5 fois dans cette histoire. Et à chaque fois, elle fera plus mal. Mais ce qui arrive maintenant, c'est le moment où l'enfer commence vraiment. Quand Frances cesse d'être une enfant exploitée par sa mère pour devenir la propriété de quelque chose de bien plus grand et bien plus cruel.
En 1935, Frances avait 13 ans lorsque Louis B. Mayer, l'homme le plus puissant de Hollywood, est venu l'entendre chanter. Elle a interprété 2 chansons. Quand la dernière note s'est éteinte, il y a eu 3 secondes de silence absolu. Puis Mayer s'est levé, seul, avant tout le monde, et a commencé à applaudir. Quelques jours plus tard, Frances Gumm signait un contrat avec la MGM. 7 ans de sa vie, à 13 ans, sans avocat personnel, est-elle à signer pour elle. Ce jour-là, Frances est officiellement devenue la propriété de Hollywood. La première chose que la MGM a faite a été de la tuer, symboliquement. Frances Gumm a cessé d'exister. On l'a appelée Judy Garland, un nom inventé pour un produit inventé. La deuxième chose a été de la regarder et de décider qu'elle était défectueuse. Trop grosse, trop laide, nez trop grand, dents trop tordues. Louis B. Mayer, le même homme qui l'avait découverte, a commencé à l'appeler « ma petite bossue », comme si c'était affectueux, comme si l'humiliation était une forme d'amour. Un autre dirigeant a été plus direct. Il l'a regardé de haut en bas et lui a dit « on dirait un cochon avec des couettes ». En face, à 14 ans, Judy pleurait seule dans sa loge, se regardant dans le miroir, cherchant les défauts que tous semblaient voir si clairement. Et lorsqu'elle sortait les yeux rouges, Ethel ne la prenait pas dans ses bras. Elle lui rappelait à quel point elle était chanceuse. Elle lui rappelait que le spectacle devait continuer. La voilà encore, deuxième fois. Et ce que je vais te raconter maintenant, c'est l'endroit où Hollywood a franchi la ligne du criminel. Ce qu'ils ont fait à Judy Garland aurait dû envoyer des gens en prison, mais personne n'a jamais payé. Et puis les pilules ont commencé. Judy Garland avait 14 ans lorsqu'un médecin du studio lui a donné sa première dose d'amphétamine. Pas parce qu'elle était malade, mais parce que la MGM avait besoin qu'elle travaille 16 heures par jour et qu'elle ne mange pas. Les pilules ont fonctionné. Judy a maigri. Elle travaillait sans arrêt. La machine était optimisée. Mais les machines se brisent. Et Judy a commencé à se briser presque immédiatement. Elle finissait des journées de 16 heures en tremblant, le cœur battant si vite qu'elle pensait qu'il allait exploser, suppliant sa mère de l'aider. Sais-tu ce qu'Ethel a fait? Elle a appelé le même médecin, et le médecin est revenu avec des sédatifs, des pilules pour l'éteindre. Pense à ça. 14 ans, des amphétamines le jour pour l'allumer, des barbituriques la nuit pour l'éteindre. Comme une machine, pas comme une enfant, pendant 33 ans, jusqu'au jour de sa mort. Son régime, soupe de poulet, café noir et cigarettes. On lui disait que fumer coupait l'appétit. À 14 ans, elle fumait un paquet par jour sur ordre du studio. À 15 ans, les hallucinations ont commencé. Les stimulants à forte dose détruisent l'esprit. Judy voyait des choses qui n'existaient pas. Elle entendait des voix. Les dirigeants de la MGM le savaient. Ils recevaient des rapports médicaux. Les médecins du studio le savaient. Ils en étaient à la cause. Ethel le savait. Elle avait donné son accord pour tout. Personne n'a rien arrêté. Pourquoi? Parce que Judy Garland rapportait des millions de dollars. Et à Hollywood, à l'époque comme aujourd'hui, l'argent a toujours compté plus que les enfants. Mais le pire restait encore à venir. Mais ce qui arrive maintenant est peut-être le plus douloureux de tout, parce que le traumatisme que Judy a subi enfant allait la poursuivre dans chaque décision qu'elle prendrait à l'âge adulte, surtout en amour. Tu te souviens du détail concernant le père de Judy? Son attirance pour les jeunes hommes, les rumeurs qui ont forcé la famille à fuir le Minnesota quand elle avait 4 ans. Regarde maintenant ce qui se passe quand un traumatisme n'est jamais traité, quand personne ne t'aide à comprendre pourquoi ta vie s'est effondrée alors que tu étais encore une enfant, quand tu grandis entouré de secrets dont on ne prononce jamais le nom. À 18 ans, Judy se maria pour la première fois. David Rose, musicien, compositeur. Il semblait gentil. Comparé au monstre du studio, il paraissait différent. Il semblait capable de l'aimer vraiment. Le mariage dura 3 ans. Il échoua. Mais avant de se terminer, quelque chose se produisit dont Judy ne se remit jamais. Elle tomba enceinte. Pour la première fois de sa vie, elle allait devenir mère. Pour la première fois, elle allait avoir quelque chose qui lui appartenait entièrement. La MGM l'obligea à avorter. On lui dit qu'une grossesse détruirait son image de jeune fille innocente. On lui dit que sa carrière serait finie si elle gardait ce bébé.
On lui dit qu'on avait trop investi en elle pour laisser tout être gâché. On lui dit qu'elle n'avait pas le choix. Et Judy, prisonnière de contrats qu'elle ne comprenait pas, dépendante de substances chimiques qui la maintenaient debout, sans personne pour la défendre, obéit. Elle ne s'en remit jamais. Des décennies plus tard, elle parlait encore de ce bébé qui n'était jamais né. Elle se demandait encore qui il aurait été. À 23 ans, elle épousa Vincent Minnelli, réalisateur de cinéma, talentueux, récompensé, respecté dans l'industrie. Il semblait la comprendre comme personne auparavant. Il semblait voir au-delà de Judy Garland, le produit, et reconnaître Frances Gumm, la personne brisée qui avait besoin d'amour. En 1946 naquit Lisa May Minnelli. Pour la première fois de sa vie, Judy ressentit quelque chose qui ressemblait à un bonheur complet, sans tache. Elle tint ce bébé dans ses bras, regarda ses yeux qui ressemblaient aux siens, et pleura pendant des heures. Pas de tristesse, d'espoir, de quelque chose qui ressemblait à de la joie. Elle se promit que Lisa serait différente, que Lisa aurait une mère qui la protégerait, qu'elle ne monterait jamais sur scène avant d'être prête, qu'elle ne sentirait jamais que sa valeur dépendait de ce qu'elle pouvait produire, qu'elle serait aimée sans condition, pas exploitée. C'était une promesse sacrée, la seule chose pure qui lui restait. Mais il y avait un énorme problème dans ce mariage, un problème directement lié au secret de son père. Vincent Minnelli était bisexuel. Dans les années 1940, cela détruisait des carrières instantanément. Il n'y avait aucune place pour la nuance, aucun espace pour la compréhension. Une rumeur suffisait à effacer des décennies de travail. Minnelli avait besoin d'une épouse pour paraître hétérosexuel aux yeux de Hollywood et du public. Il lui fallait une façade, quelqu'un qui lui donne une légitimité, quelqu'un qui détourne les soupçons. Sans le savoir, Judy était cette façade. Pense à l'ironie brutale de la situation. Judy, la fille d'un homme contraint de fuir son foyer à cause de rumeurs sur sa sexualité, avait épousé, sans le savoir, un homme qui l'utilisait exactement de la même manière que ces rumeurs avaient utilisé son père. Le traumatisme avait trouvé un moyen de se répéter, comme toujours, jusqu'à ce que quelqu'un ait les outils nécessaires pour briser consciemment le cycle. Avec le temps, Judy commença à soupçonner quelque chose. Vincent rentrait tard sans explication. Il disparaissait pendant des heures. Il devenait nerveux et sur la défensive lorsqu'elle lui demandait où il était allé. Un soir, Judy rentra plus tôt que prévu. Liza dormait dans sa chambre. La maison était silencieuse. Elle monta l'escalier lentement. Chaque marche grinçait sous ses pieds. Quelque chose n'allait pas. Elle arriva devant la porte de la chambre qu'elle partageait avec Vincent. Elle ouvrit la porte. Vincent était au lit avec un autre homme. Le monde de Judy s'effondra une fois de plus, comme lorsqu'on l'avait giflée à 6 ans pour être malade, comme lorsqu'on lui avait donné sa première pilule à 14 ans, comme lorsque Mayer l'avait touchée pour la première fois, comme chaque fois qu'elle avait cru que les choses allaient enfin s'améliorer pour découvrir qu'elles pouvaient toujours empirer. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était pire. Ce n'était pas seulement une trahison sexuelle. Ce n'était pas seulement un mensonge. C'était la confirmation de quelque chose que Judy ressentait au plus profond d'elle-même, sans jamais avoir pu le formuler. Personne ne l'aimait pour ce qu'elle était. Sa mère l'aimait pour l'argent et la célébrité. Le studio l'aimait pour les profits. Les dirigeants l'avaient voulu pour l'utiliser. Et maintenant, son mari l'aimait comme couverture, comme alibi pour vivre sa vraie vie en secret. Judy Garland était utile à tout le monde. Frances Gumm n'importait à personne. Cette nuit-là, après que Vincent tenta de s'expliquer, après les larmes, les cris et le silence horrible qui suivit, Judy entra dans la salle de bain de sa maison et prit une décision désespérée qui faillit lui coûter la vie. Je ne décrirai pas les détails. Ce n'est pas nécessaire et cela pourrait blesser. Il suffit de dire qu'on la trouva à temps, qu'on l'emmena à l'hôpital, qu'on lui sauva la vie physiquement. Mais quelque chose mourut cette nuit-là et ne revint jamais. La part de Judy qui croyait qu'elle méritait le bonheur. Celle qui avait encore l'espoir d'une vie normale. Celle qui pensait que l'amour véritable existait pour elle. Cette part s'est éteinte dans cette salle de bain. Vincent Minnelli pleura, demanda pardon, promit de changer, promit que cela ne se reproduirait jamais. Et Judy, 26 ans, dépendante de substances qu'elle n'avait jamais choisies, avec une petite fille, sans argent à elle parce que d'autres contrôlaient tout, sans issue, resta. 5 années supplémentaires de misère silencieuse.
5 ans à dormir dans des chambres séparées, 5 ans à faire semblant devant le monde que tout allait bien. Lorsqu'ils finiront par divorcer, Minnelli dira plus tard dans une interview: si j'avais aimé Judy un peu moins, j'aurais pu rire de ses sautes d'humeur. Il la rendait responsable, de son instabilité, de ses problèmes. Au lieu d'admettre qu'il l'avait trompée pendant des années, qu'il l'avait utilisée comme façade, qu'il avait contribué à la pousser encore plus profondément dans un gouffre dont elle ne sortirait jamais. En 1950, la MGM licencia Judy après 15 ans d'exploitation, après qu'elle leur eut rapporté des centaines de millions de dollars, après leur avoir donné son enfance, son adolescence, sa jeunesse, sa santé mentale, sa dignité, sa capacité à faire confiance aux autres êtres humains. Ils la jetèrent comme un déchet lorsqu'elle cessa d'être utile. 28 ans, 2 divorces, une tentative de suicide. Dépendante de substances qu'elle n'avait jamais choisies, ruinée financièrement parce qu'Ethel avait dépensé presque tout son argent pour elle-même, seule avec une petite fille à élever. Cela aurait dû être l'histoire d'une autre enfant star détruite par Hollywood. Un autre titre triste qu'on lit, qu'on regrette un instant, puis qu'on oublie. Mais c'est ici que Judy Garland prouva qu'elle était différente. Parce qu'il restait quelque chose que ni les pilules, ni les abus, ni les trahisons n'avaient réussi à détruire complètement. Sa voix. Cette voix impossible qui faisait pleurer des inconnus sans qu'ils sachent pourquoi. Cette voix qui contenait toute la douleur du monde et la transformait en beauté. Cette voix qui était la seule chose vraiment à elle, quelque chose que personne n'avait pu lui enlever. Et un public qui l'aimait, sans savoir tout ce qu'elle avait enduré pour arriver jusqu'à lui. En 1951, Judy fit quelque chose que personne n'attendait, quelque chose que les experts disaient impossible, quelque chose qui allait changer sa légende à jamais. Elle revint, pas au cinéma où les studios contrôlaient encore tout, mais sur scène, en direct, sans filet de sécurité, sans montage, sans doublure. Juste elle et sa voix face à un monde qu'il avait déjà enterré. Le London Palladium, le théâtre le plus prestigieux d'Angleterre. 4 semaines de représentation. Les critiques britanniques prédisaient un désastre absolu. Ils écrivirent qu'elle était finie, que sa voix avait été détruite par des années d'abus chimiques, que c'était humiliant de l'avoir tenté de ressusciter une carrière morte. Le premier soir, Judy monta sur scène en tremblant visiblement. Elle avait pris des amphétamines pour avoir de l'énergie. Probablement trop. Son cœur battait si vite qu'elle sentait chaque pulsation dans ses tempes. Elle pensa sincèrement qu'elle pourrait mourir là, devant 2000 inconnus, avant de chanter une seule note. Elle ouvrit la bouche. Elle chanta la première chanson, puis la deuxième, puis la troisième. 2 heures plus tard, lorsque la dernière note se dissipa dans l'air du Palladium, il y eut un instant de silence, puis le théâtre explosa. L'ovation fut la plus forte et la plus longue de toute l'histoire de cette salle. Le directeur du Palladium, un homme qui avait vu 5 décennies de spectacle, déclara n'avoir jamais rien entendu de tel. Judy pleura sur scène devant 2000 personnes, sans honte, sans chercher à se cacher. Les larmes coulaient librement sur son visage tandis que les applaudissements ne s'arrêtaient pas. Plus tard, elle dira à la presse: « Hollywood pensait en avoir fini avec moi. Il pensait de m'avoir détruite. Mais Judy Garland est née de nouveau ce soir. » Quelques mois plus tard, le Palace Theatre de Manhattan, 19 semaines consécutives, 184 représentations. Un record absolu qui n'a jamais été battu. On lui remit un Tony Award spécial pour une réussite sans précédent dans l'histoire du théâtre musical américain. Contre tous les pronostics, contre toute logique, contre tout ce que Hollywood avait tenté pour la détruire. Judy Garland était de retour. Mais le prix continuait de s'accumuler. Combien une personne peut-elle donner avant de se briser complètement? Judy Garland était en train de mourir pendant qu'on l'ovationnait. Elle se consumait sous les yeux de 3000 personnes qui l'aimaient trop pour vouloir voir la vérité. Et tous ont choisi de ne voir que le triomphe, parce que c'était plus facile, parce que c'était plus beau, parce que personne ne veut regarder mourir une idole. L'album enregistré cette nuit-là remporta 5 Grammy Awards. Judy Garland devint la première femme de toute l'histoire à gagner le Grammy de l'album de l'année, le sommet absolu. À 39 ans, elle avait survécu à tout ce qu'on lui avait infligé et tenait encore debout. Mais l'éclat de cette nuit brûlait les dernières réserves qui lui restaient. Et les années qui suivirent furent les plus sombres de toutes.
En 1963, elle divorça de Sidney Loft. La bataille pour la garde des enfants fut brutale, sanglante, publique. Sidney utilisa la maladie de Judy comme une arme devant le tribunal. Il la qualifia d'instable, d'addict, d'incapable d'élever des enfants. Il fit venir des médecins pour témoigner de son état. Il exposa sa vie privée devant les juges et les journalistes. Le juge lui accorda la garde principale. Judy perdit Lorna et Joey. La femme qui s'était jurée d'être une meilleure mère qu'est-elle perdit ses enfants parce que le système décida que le rôle de mère ne pouvait plus continuer pour elle. Quatrième fois, elle se maria encore. Une quatrième fois. Mark Heron. Le mariage dura 5 mois avant de s'effondrer dans des accusations réciproques de violence. Un nouvel échec. Une nouvelle tentative de trouver l'amour réduite en cendres. En 1968, Judy Garland était désespérée financièrement. Toutes les fortunes qu'elle avait gagnées pendant des décennies avaient disparu. Dépensées par Ethel, jouées par Sidney, volées par des managers, perdues dans les divorces, il ne lui restait plus rien, à part des dettes. Elle accepta un engagement de 5 semaines dans un club londonien appelé Talk of the Town. 100 livres par soir, une somme qui aurait été une insulte 10 ans plus tôt. Désormais, c'était de la survie. C'est là qu'elle rencontra Mickey Deans, un homme qui travaillait dans le club. Ils se marièrent en mars 1969. 5e mari, 5e tentative. Judy avait 46 ans. Elle pesait moins de 40 kilos. Elle paraissait 20 ans plus âgée que son âge réel. Mais elle avait encore cette voix. Les représentations à Londres furent un désastre public. Elle arrivait en retard. Parfois, elle n'arrivait même pas. Quand elle montait sur scène, elle était si affectée par le mélange de substances dans son corps qu'elle peinait à tenir debout. Elle oubliait les paroles de chansons qu'elle avait chantées des milliers de fois. Elle se trompait. Elle se perdait. Le public qui avait payé pour voir une légende la huait. On lui jetait de la nourriture, des cigarettes allumées. On riait d'elle pendant qu'elle essayait de chanter. Grave bien ce contraste dans ta mémoire. Carnegie Hall. 3000 personnes debout pendant 15 minutes, applaudissant sans s'arrêter. La nuit la plus glorieuse de sa vie. Un club de Londres. De la nourriture qui vole vers son visage pendant qu'elle tente de se souvenir des paroles de The Man That Got Away. 7 ans. Du sommet absolu à l'abîme le plus sombre, de l'adoration à l'humiliation. Mais voici ce que tu dois comprendre à propos de Judy Garland. Voici la preuve qu'elle était un miracle humain, même complètement détruite. Voici la première révélation que je t'ai promise. L'enregistrement audio de ses dernières nuits à Londres, celui qui n'a jamais été diffusé officiellement, existe. Quand on l'écoute, on entend d'abord une femme confuse, tremblante, perdant le fil de ce qu'elle essaie de dire au public, mélangeant les mots, oubliant où elle se trouve. On entend le public murmurer avec mépris et impatience. Quelqu'un crie quelque chose de cruel depuis le fond de la salle. Et puis la musique commence. Et Judy se met à chanter. Et c'est comme si quelque chose de surnaturel prenait possession de son corps mourant. La voix qui sort de cette femme brisée, incapable de tenir debout sans aide, à quelques semaines de la mort, est parfaite, pure, dévastatrice, impossible. Le club qui murmurait de mépris quelques secondes plus tôt tombe dans un silence absolu. Les mêmes personnes qui lui jetèrent de la nourriture ont maintenant des larmes qui coulent sur leur visage. Cet enregistrement est presque insupportable à écouter quand on sait ce qui arrive ensuite. Parce qu'on entend quelqu'un qui dépense absolument tout ce qu'il lui reste à chaque note. On entend quelqu'un mourir en temps réel, tout en créant une beauté qui ne devrait pas être possible. Et tu sais que dans quelques semaines, elle sera morte. Et pourtant, même détruite, droguée, humiliée, abandonnée, Judy Garland restait meilleure que presque tous les autres êtres humains qui aient jamais chanté. Ce que je vais te raconter maintenant, c'est la fin. Et j'ai besoin que tu sois prêt. Parce qu'après tout ce que tu as entendu, après toute la douleur que tu connais désormais, voici le dernier chapitre de Frances Gumm. 22 juin 1969. Une maison louée à Belgravia, Londres. Un quartier élégant où Judy n'avait pas sa place, mais faisait semblant de l'avoir. Mickey Deans dormait dans une autre chambre. Le mariage était déjà en train de se fissurer après seulement 3 mois. Ils dormaient séparément la plupart des nuits. Ils se parlaient à peine. À un moment de la nuit, pendant que Londres dormait, Judy se leva de son lit. Elle marcha dans le couloir sombre,
pieds nus sur le sol froid. Elle entra dans la salle de bain et ferma la porte à clé. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé ensuite. Personne n'était là pour le voir. Des heures plus tard, quand le soleil était déjà haut, Mickey se réveilla et chercha Judy dans la maison. Silence. Il alla à la salle de bain. La porte était verrouillée. Il frappa. Appela son nom. Rien. Il força la serrure. Judy était assise sur les toilettes, penchée en avant. Le visage égratigné là où elle s'était griffée inconsciemment. Le corps froid. Une overdose accidentelle. Des barbituriques, les mêmes pilules qu'un médecin de studio lui avait données quand elle avait 14 ans. Les mêmes qui avaient contrôlé son sommeil pendant 33 ans. Les mêmes que Hollywood avait utilisées pour l'allumer et l'éteindre comme une machine. Les mêmes qui l'ont finalement éteinte pour toujours. Judy Garland est morte à 47 ans. Seule, dans une salle de bain, dans une maison louée, dans une ville qui n'était pas la sienne, loin de ses 3 enfants, sans argent, sans l'amour véritable qu'elle avait cherché toute sa vie. Sa dernière apparition publique avait eu lieu 1 mois plus tôt à Copenhague. La dernière chanson qu'elle chanta devant un public fut « Over the Rainbow », une chanson sur l'évasion vers un endroit meilleur. La chanson qu'elle avait chantée pour la première fois à 16 ans, pendant qu'elle était détruite sur le tournage du Magicien d'Oz. La chanson qui a défini toute sa vie. Elle a finalement trouvé cet endroit au-delà de l'arc-en-ciel, mais elle a dû mourir pour y parvenir. Le spectacle n'a finalement pas pu continuer. 5e et dernière fois. Les funérailles de Judy Garland eurent lieu le 27 juin 1969 à New York. Plus de 20 000 personnes remplirent les rues autour du salon funéraire. La police dut bloquer des pâtés de maisons entiers. La circulation fut arrêtée pendant des heures. C'était comme si toute la ville s'était arrêtée pour pleurer. Parmi la foule en deuil, les historiens remarqueraient plus tard quelque chose d'inhabituel. Un nombre exceptionnellement élevé d'hommes. Des hommes seuls. Des hommes en petits groupes. Des hommes pleurant ouvertement, sans honte. Des hommes gays. Car Judy Garland, sans jamais l'avoir voulu, sans jamais l'avoir cherché consciemment, était devenue une icône pour la communauté homosexuelle d'une manière que personne n'avait atteinte avant elle. Pourquoi elle? Il existe de nombreuses théories. Peut-être parce qu'elle connaissait ce que signifiait vivre une vie de secret. Peut-être parce que sa souffrance résonnait chez des gens également rejetés pour ce qu'ils étaient. Peut-être parce que sa chanson la plus célèbre parlait d'un endroit au-delà de l'arc-en-ciel, où l'on peut être accepté, où les rêves se réalisent, où l'on n'a pas besoin de se cacher. Il existait même une phrase codée que les hommes gays utilisaient à cette époque de persécution pour se reconnaître en toute sécurité. « Es-tu un ami de Dorothy ?» Dorothy, le personnage que Judy avait incarné dans Le Magicien d'Oz 30 ans plus tôt. C'était une manière de demander « Es-tu comme moi ?» sans s'exposer à des conséquences légales ou à la violence. Le jour des funérailles, ces hommes pleurèrent ouvertement en public pour la première fois, sans se cacher, sans faire semblant d'être simplement de passage, sans peur. Parce que Judy, qui avait passé toute sa vie à cacher sa douleur, à masquer la vérité, à jouer un rôle pour survivre, leur avait, d'une certaine façon, donné la permission de ressentir publiquement. Écoute bien maintenant, car voici la 4e et dernière révélation que je t'ai promise au début, le document qui relie la mort de Judy Garland à la naissance du mouvement LGBT. Cette nuit-là, la nuit du 28 juin 1969, quelques heures seulement après les funérailles de Judy Garland, le Stonewall Inn, un bar gay illégal de Greenwich Village à New York, fit l'objet d'une descente de police. Quelque chose de totalement routinier à l'époque. Les bars gays étaient illégaux. L'homosexualité était un crime. La police entrait régulièrement, arrêtait tout le monde, publiait leurs noms dans les journaux pour détruire leur vie, puis repartait. Personne ne résistait jamais. Cela n'avait aucun sens. C'est ainsi que le système fonctionnait. Mais cette nuit-là fut différente. Quelque chose avait changé dans l'air de New York. Quelque chose avait changé chez les gens à l'intérieur de ce bar. Peut-être était-ce la douleur accumulée de décennies de persécution. Peut-être était-ce la colère provoquée par la mort de quelqu'un qui les avait fait se sentir moins seuls. Peut-être qu'ils n'en pouvaient tout simplement plus. Lorsque la police ordonna à tout le monde de se mettre contre le mur, lorsqu'elle commença à arrêter les gens comme d'habitude, quelque chose de différent se produisit. Quelqu'un dit « non », puis quelqu'un d'autre dit « non ». Et ensuite, tout le bar dit « non ». Pour la première fois,
Après des décennies d'humiliation, ils résistèrent. Ils se battirent. Ils repoussèrent la police, lancèrent des bouteilles, lancèrent des briques, mirent le feu aux poubelles. La police, totalement surprise par une résistance qu'elle n'avait jamais connue, dut se barricader à l'intérieur du bar, tandis qu'une foule enragée se rassemblait là à l'extérieur. Ce qui commença cette nuit-là dura plusieurs jours. Les émeutes de Stonewall, le moment exact où est sonné le mouvement moderne pour les droits LGBT. Sylvia Rivera, une militante trans présente cette première nuit-là, déclara des années plus tard dans une interview: nous étions tous très tristes à cause de Judy Garland. Sa mort a aidé à ce que tout dérape. Cette nuit-là, lorsque les gens s'inscrivaient pour entrer dans le bar illégal sous des pseudonymes afin de protéger leur véritable identité, le pseudonyme le plus utilisé de tous fut un seul nom: Judy Garland, la femme que Hollywood a exploitée jusqu'à la mort. La femme abusée, droguée et trahie pendant 47 ans. La femme qui est morte seule en pensant avoir échoué est devenue, sans jamais le savoir, le catalyseur d'une révolution, un symbole de résistance, une étincelle qui a déclenché un mouvement ayant changé le monde. Des années plus tard, The Advocate, l'une des publications les plus importantes de la communauté LGBT, l'a surnommée l'Elvis des homosexuels. Mais Judy est morte sans jamais rien savoir de tout cela. Elle est morte en pensant être un échec, en pensant que Hollywood avait gagné. Elle avait totalement tort. 60 ans plus tard, nous parlons encore d'elle. Pas comme Dorothy, mais comme Frances Gumm, la survivante qui a refusé de disparaître en silence. Sa fille Lisa a hérité du talent. Elle a aussi hérité du traumatisme et des addictions. Mais Liza a obtenu quelque chose que sa mère n'a jamais eu, de vrais soins, une vraie thérapie. Elle a récemment déclaré: ma mère n'était pas parfaite, mais elle m'a aimé avec tout ce qu'elle avait. Et à la fin, c'est la seule chose qui compte. Lorna, sa deuxième fille, a écrit: ma mère détestait être qualifiée de figure tragique. La réduire uniquement à sa souffrance, c'est lui voler son humanité. Elle a raison. Judy Garland était plus que sa douleur. Elle était une artiste qui a fait pleurer des millions de personnes. Une mère qui a aimé ses enfants de tout ce qu'elle avait. Une femme qui a survécu à des horreurs qui auraient détruit n'importe qui. Mais elle était aussi la victime d'un système qui existe encore aujourd'hui. La question n'est pas de savoir pourquoi Judy n'a pas surmonté ses addictions. La question est: pourquoi lui a-t-on donné des amphétamines à 14 ans? Pourquoi personne ne l'a protégée? Pourquoi sa mère a-t-elle choisi l'argent? Pourquoi des dirigeants de 50 ans ont-ils pensé avoir le droit de toucher une adolescente? La réponse est simple et horrible. Parce qu'ils le pouvaient, parce qu'elle était une propriété, parce que le spectacle devait continuer. La prochaine fois que tu écouteras Over the Rainbow, souviens-toi de ce que tu sais maintenant. Derrière le sourire de Dorothy se cachait une petite fille nommée Francie qui suppliait qu'on l'aide. Et cette aide n'est jamais venue. Frances Gumm méritait l'amour. Elle méritait la protection. Elle méritait une enfance. Elle ne l'a pas eue. Mais peut-être que les prochaines France l'auront, si nous nous souvenons, si nous n'oublions pas. Si tu veux que davantage de personnes découvrent cette histoire que Hollywood a enterrée, abonne-toi pour que la voix de Frances soit enfin entendue. La semaine prochaine, les autres enfants prodiges que Hollywood a détruits, ceux qui ont survécu et ceux qui n'ont pas survécu, parce que Judy n'était pas la seule victime, seulement la plus célèbre. À très bientôt.